tous. On me voit toujours arriver sur ma vidéo, on voit d'abord le fauteuil tout seul, et ensuite j'arrive. Je pourrais faire un découpage sur YouTube, mais je préfère finalement cette façon de procéder, je ne sais pas pourquoi. Bon, est-ce qu'il faut découper? Faut-il ne pas découper? Je l'ignore. En tout cas, je vais vous présenter aujourd'hui, brièvement, les livres que j'ai lus depuis le début de l'année. J'en ai lu 7 depuis le mois de janvier. Alors, il y a un peu de tout. Il y a du roman de divertissement plus ou moins réussi, un ouvrage de nature psychologique. Alors, je vais commencer tout de suite par celui-là, justement. J'en ai parlé sur d'autres vidéos consacrées au pervers narcissique, l'ouvrage d'Isabelle Nazaraga que j'avais déjà lu il y a quelques années, et qui est intéressant parce qu'il est, comment dire, très pragmatique. Il décrit ce qu'est une personne manipulatrice et donne les moyens de les repérer et les moyens de communiquer avec ces personnes. Et il y a même des scénarios, des exercices, des exemples de conversation, des choses à dire, à ne pas dire, etc. Donc c'est un ouvrage pragmatique pour bien se débrouiller avec les personnes nocives, les manipulateurs et les manipulatrices. Elle n'utilise pas le terme de pervers narcissique, c'est peut-être pas plus mal, puisque l'expression pervers narcissique est un petit peu, comment dire, prête à sourire pour beaucoup de gens, et du coup on manque de crédibilité quand on dit qu'un tel ou une telle est un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Voilà. J'ai également lu 2 livres d'une série qui s'appelle Peur Bleue. Je ne sais pas si elle existe encore. C'est une série pour adolescents ou jeunes adultes, plutôt filles, hein. Il y a plusieurs livres qui, à mon avis, s'adressent plus à des filles, puisque le personnage principal est souvent une héroïne. Mais vous voyez, c'est R.L. Stein, c'est celui qui a fait les séries Chair de poule. Moi j'adorais ça, mais pas quand j'étais gamin, parce que je ne les ai pas connus étant gamin. Mais quand j'ai été adulte, finalement, j'avais 30-40 ans, je sais pas, même il m'arrive d'en lire encore quand j'en trouve sur des marchés aux puces ou dans un dépôt d'Emmaüs. Et je trouve ça très divertissant et finalement assez horrifique et prenant, puisqu'il y a beaucoup de symbolique dans les ouvrages de R.L. Stein, je trouve. Il faut l'interpréter, c'est intéressant, hein, c'est pas du tout quelque chose de futile. Et les Peurs Bleues, alors il y a celui de Stein que j'ai lu récemment, s'appelle Mauvais Farceur, mais en 2018 j'en ai lu tout un stock, tout un tas, et ils sont réellement très effrayants, hein, plus peut-être que des ouvrages pour adultes, et ils sont moins encombrés de passages sexuels qui, moi, me laissent indifférent, bien qu'il y ait des petits passages amoureux, enfin, mais c'est bien, hein, c'est bien fait, c'est extrêmement bien conçu, c'est un excellent produit. Bon. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'une création? Je suis sceptique, hein, mais c'est un excellent produit qui m'a beaucoup diverti pour ma part, hein, et qui m'a changé les idées quand je pensais à mes fameux pervers narcissiques et la nécessité d'en parler et de communiquer à ce sujet. Sinclair Smith, toujours dans la série Peur Bleue, Le jour où je suis morte. Le titre est très racoleur et très attirant pour moi. C'est pas mal, c'est bien fait, mais c'est assez classique, un peu, je dirais, comme intrigue. Hein. Il n'y a pas beaucoup de surprises, mais c'est bien fait, c'est du bon travail. Alors j'ai lu aussi un roman policier de la fameuse série Le Masque. J'adorais cette collection étant jeune, quand j'étais ado en fait. J'aimais bien ce format, et après j'ai découvert les premiers masques des années 20 avec la jaquette parfois, ces livres orange et cartonnés un peu plus grands que ceux-là. Et j'en ai toute une collection. Bon, j'ai arrêté un peu la collection parce que ça m'encombre un peu trop, mais j'aime beaucoup cette série. Et je trouve qu'en général, les romans de cette série, il publie notamment les Agatha Christie, hein, les ex-Braya, et aussi un auteur qui était avocat dont le nom ne me revient pas. Ah si, Hélène de Monaghan, qui a beaucoup d'humour, hein, qui pourrait communiquer avec un pervers narcissique, avec l'humour dont elle dispose. Et June Thompson, c'est un ouvrage agréable à lire, très bien fait. Il y a une histoire un peu homo là-dessous, et pour l'époque, c'est en 72, c'était pas si courant, mais c'est à la fois bien fait mais un peu insignifiant. J'ai déjà oublié, enfin, je dirais dans quelques mois, j'aurais oublié de quoi ça parlait. Mais c'est très bien fait, une grande compétence, hein, c'est June Thompson. Ensuite, j'ai lu Irish Café de Carol Higgins Clark, la fille de Mary Higgins Clark,
Alors, un bon livre qui ressemble un peu aux séries Alice, vous voyez, la Bibliothèque verte et Caroline Keene. C'est pas mal, et c'est peut-être moins produit, ça fait moins produit que les livres de sa mère, Mary Higgins Clark. Et il y a un peu de vie quand même. Bon, ça mérite un succès réel, mais ça ne mérite pas un succès aussi retentissant à mon avis, hein. Il y a beaucoup de pubs derrière, je crois. Alors après, je passe aux deux plus importants que j'ai lus, ou plutôt que j'ai relus. La Fortune des Rougon d'Émile Zola, que j'avais lu il y a au moins dans les années 80, peut-être fin des années 80, début des années 90, peut-être en 90, et que j'ai relu récemment, et dont je me souvenais en partie. C'est finalement la montée d'arrivistes qui profitent de la fin de la Seconde République et du début de l'Empire pour arriver à leur fin et s'enrichir, hein. Mais c'est bien raconté, et vraiment, quand je lis ce genre de livre, j'ai l'impression que moi, vraiment, je suis un tout petit auteur. Je le savais déjà, mais là, ça me rabaisse au niveau du rang d'un tout petit auteur. C'est vraiment passionnant, alors que le sujet en lui-même ne passionne pas, je veux dire, hein, même s'il y a des aspects historiques. Et je dirais que c'est quand le sujet d'un livre ne me passionne pas et que le livre arrive à me passionner que c'est vraiment un grand auteur, sans doute, hein. Et il y a de très jolis passages d'ailleurs que je vais pas utiliser, dont je vais m'inspirer pour un de mes livres, des passages très sentimentaux et romanesques entre deux jeunes héros, une fille et un garçon. Voilà, La Fortune des Rougon, peut-être un des meilleurs Zola. Je vais tous les relire, je crois, petit à petit, hein. Je les avais à peu près tous lus, mais dans le désordre, et là, je les ai un peu oubliés. Je vais peut-être les relire. C'est vraiment un auteur, je pense, qui est un peu sous-estimé. Il y a beaucoup de travail. Il a beaucoup travaillé sur ses livres. Il y a un style recherché quand même. Et il y a beaucoup plus qu'on ne croit. Je crois qu'on réduit Zola à pas grand-chose, à quelque chose de pessimiste. Il est vrai qu'il a tendance à vouloir à tout prix que ses personnages finissent mal. C'est vrai que c'est ça qui est un peu agaçant dans l'œuvre de Zola. C'est un peu artificiel de ce fait, mais dans La Fortune des Rougon, ce n'est pas encore trop net. C'est peut-être un des meilleurs de la série. Et le meilleur pour la fin, un livre que je trouve exceptionnel, un auteur c'est le deuxième que je lis de cet auteur, et je l'avais déjà lu, Edith Wharton, La récompense d'une mère. Il est écrit en 1925. Edith Wharton, elle est issue de la haute bourgeoisie américaine. Elle est née donc en 1862 et morte en 1937. Et comment dire, ça rappelle, c'est vrai, comme le soulignent les critiques, les romans de Henry James. Je pense au Tour d'écrou, par exemple. Moi, ça m'a fasciné, le Tour d'écrou. Il y a cette ambiguïté, ce mystère qu'on ne parvient pas à déceler. On n'est jamais sûr de savoir, de connaître la vraie explication. C'est fascinant. Moi, ça me fait tourner la tête. C'est extraordinaire, le Tour d'écrou de James. Et là, pareil. Alors, c'est l'histoire paraît bête comme ça. Quand je vais vous la raconter, vous allez vous dire, mais c'est un livre tout à fait plat. Ben non, en fait. Et je vais vous dire de quoi ça parle, en gros. C'est une femme, donc, qui a quitté son mari pour aller vivre avec un amant, parce que sa vie lui semblait étouffante. Peut-être était-elle confrontée à un pervers narcissique, d'ailleurs, cette dame, hein. On ne sait pas, mais il y a beaucoup de romans. Si on les relisait à la lumière de la perversion narcissique, je pense qu'on pourrait les interpréter. Je pense. Je vais peut-être mettre cette vidéo dans la catégorie pervers narcissique. Il y a Le Rouge et le Noir de Stendhal, par exemple, hein. Il y a beaucoup. Ces passions qui n'aboutissent pas. Est-ce que ce ne sont pas des personnes qui ont été confrontées à des pervers narcissiques? Voilà. Alors, donc, La récompense d'une mère d'Edith Wharton, moi, je le trouve... c'est une femme donc elle quitte son mari pour aller avec un amant, et ensuite elle a un autre amant qu'elle quitte aussi. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, c'est pas explicité clairement, ou alors je suis passée à travers, hein. Et sa fille va se mettre avec l'ancienne amant, sa mère, qui avait 11 ans de moins que sa mère, mais qui a peut-être 10 ans de plus que la fille. Voilà, il est entre deux âges, je crois qu'il a 31 ans, la fille doit avoir 21 ans, oui, il a 32 ans, je crois, et la mère, 45 ans environ, hein. Et ça l'ennuie énormément, la mère, cette histoire, que sa fille prenne son ancien amant. Et on ne sait pas exactement pourquoi. On ne sait pas. Est-ce que c'est parce qu'elle est jalouse? Est-ce que c'est parce qu'elle a pressenti que cet homme n'était pas intéressant et qu'elle ne voulait pas que sa fille tombe dans le même piège?
Est-ce que c'est par le côté gênant de la chose? Il a d'abord la mère, ensuite la fille, ou une autre explication, mais on ne sait pas. Et à la fin, mais cette fin, moi, j'en ai pleuré. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est d'une grandeur, d'une poésie, d'un mystère. Je ne peux même pas le transmettre par des mots tellement c'est fort. Tellement on est face à un auteur exceptionnel, vraiment, vraiment exceptionnel. Et j'ai regardé sur internet, il y a des gens qui ont méjugé ce livre, qui l'ont trouvé pas mal, mais sans plus. C'est incroyable. Mais d'ailleurs, il m'avait marqué, je l'ai lu il y a 15 ou 16 ans. Et j'ai voulu le relire. J'en ai lu un autre, Edith Wharton, que je trouve marquant aussi, mais peut-être excessivement pessimiste, et pas avec cette poésie, je ne peux pas vous expliquer la fin, mais j'en avais larmes aux yeux, je ne sais pas. En même temps, c'est pas quelque chose de convenu. C'est une fin qui est originale, et elle refuse en fait, cette femme, d'aller avec un homme qui l'aime, manifestement, et qui, elle ne lui déplaît pas, mais elle refuse d'aller avec lui, mais pourquoi on ne le sait pas exactement. On peut faire plusieurs hypothèses. C'est un peu comme la princesse de Clèves, ça fait penser à ça. On ne sait pas pourquoi elle quitte, qu'elle ne veut pas aller avec le prince, avec celui qui suit le prince, enfin, qui lui fait des avances amoureuses après que son mari soit mort et qu'elle a la possibilité d'aller avec lui. Et on ne le sait pas, c'est fascinant. Et moi je pense, c'est peut-être, dans le cas de la princesse de Clèves, c'est pas seulement la fidélité, c'est peut-être qu'elle aimait son mari réellement, peut-être qu'elle veut rester fidèle, peut-être aussi qu'elle a peur que la passion dont elle fait l'objet se ternisse un jour, peut-être autre chose, je n'en sais rien. Et c'est ça qui est absolument fascinant. Et Edith Wharton, La récompense d'une mère, c'est peut-être un des livres les plus marquants que j'ai lu toute ma vie. Vraiment, c'est bouleversant, c'est... Comment peut-on écrire des choses pareilles? On se dit, mais c'est pas possible, il y a des génies sur Terre, c'est pas possible. J'en suis jaloux, je suis comme le pervers narcissique qui jalouse sa victime, sa proie, mais c'est extraordinaire d'écrire ça. C'est pas possible, enfin on se dit, mais on est tout petit, enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'être rien. C'est comme si on comparait, je sais pas, un compositeur de chansonnettes de variété à Mozart, ou... Voilà, mais vraiment un très très grand livre, et je crois que je vais en lire d'autres, mais en même temps ça me touche tellement, ça me remue tellement que j'ai du mal à lire ce genre de livre. Au bout d'un moment, je peux plus, c'est aussi poignant qu'un opéra comme, je sais pas, comme André Chénier, dont je parlerai d'ailleurs, hein. Et en même temps, on est tellement touché par ce genre de choses qu'on est... renversé, on est ému, renversé, voilà. Voilà, très grand livre, donc le meilleur livre que j'ai lu enfin peut-être pas le meilleur, mais un des 10 meilleurs que j'ai lu depuis que je suis né. Edith Wharton, La récompense d'une mère, que j'ai lu donc moi en traduction française, hein. Je ne suis pas capable de lire en anglais, mais peut-être que la langue anglaise révèle d'autres choses, hein. Voilà, un très très grand livre. Je ne vais pas le répéter 20 fois, ça ne servira à rien. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Merci encore et à bientôt.